Bernard Voiseau, le développement de l'intelligence chez l'enfant. Introduction. L'intelligence est-elle devenue synonyme de puissance? Parlant des enfants, les parents ou les instituteurs annoncent souvent « il réussira car il est intelligent ». L'intelligence, ou plutôt le fait de la posséder, est alors vécue comme un symbole de puissance et un gage de réussite ultérieure. Par exemple, on tolère mieux l'indiscipline d'un brillant sujet. En cette période de technologie avancée, un fossé pourrait donc se créer entre les sujets intelligents et les autres si ces derniers acceptaient de s'en remettre aux décisions de ceux qui ont fait des études, qui sont des spécialistes, traçant ainsi une limite nette entre ceux qui ont l'intelligence et ceux qui ne la possèdent pas. Le désir de comprendre les enfants, leurs difficultés en famille et à l'école, amène à mieux analyser les facteurs qui concourent à une bonne adaptation scolaire. L'intelligence est un de ces facteurs et on ne manque pas alors de s'étonner des échecs scolaires subis par les élèves doués. Comme si le fait d'être intelligent mettait à l'abri de toutes les difficultés. Qu'est-ce donc que l'intelligence? Un don de la nature comme la mémoire, la force musculaire ou la beauté. Une sorte de puissance magique permettant d'apprendre puis plus vite que les autres. Une qualité héréditaire. Considérer l'intelligence comme un acquis transmis héréditairement, c'est poursuivre cette ségrégation entre ceux qui la détiennent et les autres. C'est méconnaître les découvertes majeures des psychologues modernes. L'intelligence n'est pas donnée à la naissance, elle se construit. L'apport des parents est considérable. Il se situe au niveau du climat familial, du mode de vie et du désir du couple. Des enfants trouveront donc dans leur foyer ces conditions favorables, d'autres en seront privés. Ainsi, dès maintenant, sommes-nous confrontés à ce nouveau point de vue? Ne pas considérer l'intelligence comme une chose en soi qui se transmettrait par une opération magique, mais plutôt comme l'une des fonctions de la personnalité qui s'éveille et se construit. Fragile au début de la vie, elle va s'affermir progressivement grâce à l'aide des parents, des maîtres. Mais l'intelligence n'est pas seulement une fonction intellectuelle comme l'habilité manuelle serait une fonction motrice. Elle nous paraît être aussi la manière dont l'enfant s'adapte au monde, le comprend et le maîtrise. À travers elle, l'enfant exprime sa vitalité, ce besoin naturel biologique de grandir et de se développer. Ses relations aux autres, à l'entourage, se concrétisent en des conduites affectives qui s'imbriquent à l'intelligence, mais se situent dans un registre différent. Intelligence et affectivité sont toutes deux sous-tendues, alimentées par une force biologique de croissance, une énergie à vivre, l'élan vital. Des études effectuées sur des nourrissons montrent que certains ont plus de besoins et réagissent plus intensément que d'autres qui se montrent plus calmes. Nous sommes ici à l'avancée des études récentes sur les premiers mois de la vie qui paraissent aux chercheurs modernes de plus en plus déterminants pour la formation et la personnalité. Ce livre n'a pas pour but de répondre à toutes les questions, ni de donner des recettes éducative. Nous avons plutôt cherché à initier les lecteurs à une certaine démarche, à la fois scientifique lorsqu'il s'agit de comprendre l'évolution de l'intelligence et pédagogique quand il faut se situer en adulte face à l'enfant, dans cette relation parfois si difficile à mener. Chercher à saisir ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant, savoir intervenir au moment opportun pour l'aider. N'est-ce pas là l'essentiel? Piaget décrit l'évolution de l'intelligence comme une construction. Construire pour lui, c'est échafauder des éléments
les assembler alors qu'ils sont encore fragiles, puis les réunir en un seul tout solide. Il y a dans ce mot l'idée d'une succession de transformations, c'est-à-dire d'une évolution qui s'effectue à une vitesse déterminée. Le franchissement de chaque étape doit se produire à un certain rythme et c'est à cette condition qu'il y a ouverture aux autres stades et non stagnation. On saisit bien alors quel fossé se creuse entre l'attitude traditionnelle qui étiquetait tel enfant paresseux et caractériel, tel autre imbécile ou niais, et celle qui cherche à comprendre comment lors de moments difficiles de la croissance psychique ont pu se créer des blocages. Les recherches centrées sur des difficultés scolaires, les inhibitions de l'enfant ont montré que les racines de celles-ci remontent loin dans la première enfance. Plusieurs études